bien, bah, écoutez, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Alexis, donc je suis Solution Architect donc sur la plateforme Azure. Les petits récapitulatifs, donc sur le hashtag, n'hésitez pas à poser vos questions, je les prendrai en route. Si vous avez des questions pendant la session, levez la main, je capturerai les questions en ligne. Petite question pour démarrer, est-ce que parmi vous, certains ont déjà l'expérience d'une plateforme de cloud, quelle qu'elle soit? C'est-à-dire, on parle d'email, Dynamics, peu importe le cloud provider, cloud privé. Ok, très bien. Donc, ce qu'on va essayer de poser aujourd'hui comme cadre, donc chez Microsoft en l'occurrence, on a différentes plateformes de cloud. Quand on parle de cloud, ça revers différents types de services, c'est très varié. Donc là, j'ai vu que vous avez un peu tous des expériences de nature diverses sur le cloud. Un service de mail comme Office 365 est une plateforme de cloud qui va délivrer un service d'envoi de réception d'email. On va avoir des plateformes de cloud qui vont être orientées sur la partie sécurité, sur la partie intelligence artificielle. Tout ça sont des plateformes de cloud. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une plateforme en particulier, et uniquement celle-là. On ne va pas du tout aborder les autres. C'est la plateforme de cloud de Microsoft qui s'appelle Azure et qui vous permet de développer des applications. Donc c'est la plateforme de cloud qui, en synthèse, est une boîte à outils que vous allez pouvoir utiliser, agréger, pour pouvoir déployer vos propres services et vos propres applications. D'accord? Alors, avant d'aller sur le modèle de partage de responsabilité de ce que c'est qu'une plateforme de cloud, je vais essayer de poser justement ce cadre et cette définition. Donc là, vous me disiez, certains ont fait de la virtualisation, font du VMware, du Xen. Ouais. Des personnes ont essayé d'installer un OpenStack chez eux ou un CloudStack pour faire du cloud privé. C'est un peu plus rare déjà. Bien. En fait, si on veut expliquer les choses un petit peu simplement et vulgariser, le cloud, on a pris d'un côté ces technologies de virtualisation, c'est-à-dire pouvoir mettre à disposition des ressources, alors plutôt des ressources d'infrastructure, du stockage, des machines virtuelles et du réseau. Donc, technologie de virtualisation qu'on a mappée avec une autre type de technologie qui est très tendance, qui sont les API, les API REST en l'occurrence. On a pris ces deux sujets, on les a combinés, et puis un opérateur comme Microsoft les a industrialisés, a mis en place des opérations pour pouvoir faire en sorte de délivrer ce service sous forme d'API. Donc aujourd'hui, une plateforme de cloud, c'est cette convergence de ces deux sujets pour vous permettre de déployer des services sous un format d'API. Au fil du temps, ces services se sont enrichis. Donc au début, on a commencé par ce qui était mis à disposition de manière assez classique dans les environnements virtuels, le stockage, le réseau et la partie machine virtuelle. Et au fur et à mesure, en fait, ces services se sont enrichis vers des choses de plus en plus avancées. Donc on va, aujourd'hui, vous allez pouvoir donc, en effet avoir ce type de service. Je vais rajouter la sécurité. On a des services de sécurité qui sont délivrés en tant qu'API. Et c'est ces sujets-là que vous allez voir le matin. Donc pendant la matinée, on va voir ensemble le service de compute, de réseau, de stockage et de sécurité. Puis après, pour être de manière plus avancée, on met à disposition aussi des plateformes pour les développeurs ou des plateformes pour faire du big data ou des plateformes pour utiliser des services cognitifs. Et ça, c'est ce qu'on va voir cet après-midi. D'accord? Et en fait, ces services-là ce sont des boîtes à outils que vous allez pouvoir utiliser. Et vous sentez bien que la nature du service est sensiblement différente. C'est-à-dire que la finalité de ces services, et comme je vous disais, Azure est là pour créer vos applications. La finalité de tout ça, c'est de construire ces applications. Et dans ces applications, peu importe la manière dont vous allez le construire, au bout du compte, eh bien, il y a tout un enchaînement de piles technologiques qu'il faut utiliser pour pouvoir la mettre à disposition. On va avoir besoin de réseau, de stockage, d'un OS, d'un environnement pour faire tourner vos applications, puis il va falloir les opérer, puis il va falloir gérer les données qu'on va mettre dedans, puis il va falloir pousser du code dessus. Toutes ces stacks, en fait, elle est nécessaire pour pouvoir fournir un service. Et vous allez pouvoir soit utiliser, comme dans le cas de l'infrastructure as a service, des services de bas niveau, soit des services plus évolués, comme du PaaS. D'accord ?
Ou alors encore aller à l'extrême, on ne l'évoquera pas, mais c'est juste pour vous donner un exemple de représentation, qui sont les services mail, où là finalement vous allez consommer un service sur étagère, et vous n'allez pas être dans la construction d'un service, vous allez être dans l'usage et la consommation d'un service finalisé. En termes de responsabilité, c'est important. Parce que derrière, en fait, pour gérer ce service, on voit bien qu'il y a une notion de co-responsabilité entre vous et nous, dans l'opérabilité du service, dans la sécurisation des services, dans la disponibilité du service et d'autres critères, dans le coût du service aussi. Typiquement, pour ceux qui sont habitués à être fournisseurs d'une application et de l'infrastructure, si on va se mettre dans la case qui est la partie je fournis mes services on-premise, vous êtes responsable de l'ensemble de cette couche. Vous allez installer le matériel. Si vous savez gérer des data centers, vous allez en effet choisir la salle machine, vous allez installer votre matériel, vous allez initialiser les serveurs, vous allez réaliser toutes ces tâches. Dans l'infrastructure, on va prendre on va prendre la responsabilité d'une partie de ces tâches-là. Et donc on va s'arrêter typiquement à l'operating system. C'est important parce que ça veut dire qu'à partir de la livraison de l'operating system, il reste de votre ressort et de votre responsabilité de maintenir cet operating system à jour et d'installer ce que vous voulez dessus. D'accord ? Quand on va sur une plateforme de PaaS un peu plus évoluée, on va prendre en charge ces éléments. Donc ça va vous permettre de vous dégager du temps sur cette partie-là, mais vous restez en responsabilité de la partie données et de la partie exécution de l'application qui tourne dessus. OK ? Donc un cloud comme Azure, certains me diront, mais moi du cloud, j'en fais chez moi, j'ai monté ma propre plateforme de cloud, et donc en effet, mettre à disposition des environnements virtualisés et puis mettre à disposition des API pour que les gens travaillent dessus, je sais le faire. Je sais même aussi faire un PaaS privé finalement. J'ai installé un Cloud Foundry où finalement, quand on me demande une plateforme pour développer, moi je le fournis à mes clients, donc vu de mes clients internes, je fournis une plateforme de PaaS. Ils ne le voient pas, ils ont le résultat fini. Alors, c'est vrai. Maintenant, ce que vous allez pouvoir trouver sur une plateforme comme Azure, donc une plateforme de cloud dite cloud public, ça va être différents éléments. Un, c'est la partie scalabilité. Aujourd'hui, quand vous allez consommer des ressources sur le cloud, vous allez commencer par une machine ou par un service, peu importe lequel, quel que soit le service. Vous allez pouvoir en allumer un certain nombre en fonction de vos usages. Vous allez les agréger entre eux, vous allez les allumer, les utiliser. Et puis, votre projet, votre application va avoir un cycle de vie qui va faire que, lié à ce cycle de vie, vous allez avoir besoin de ressources de types différentes, soit en nombre, soit en diversité. Et à un moment donné, ce projet va s'arrêter ou va baisser en charge, et donc vous allez pouvoir redescendre à la baisse l'utilisation de vos ressources, quitte à complètement arrêter un projet. C'est intéressant. Et pourquoi c'est intéressant de pouvoir avoir des ressources disponibles à la demande qu'on peut allumer et arrêter? Parce que vous voyez, il y a des cas d'usage qui facilitent, qui permettent de tirer parti de cette capacité de scalabilité. Est-ce que ce n'est pas intéressant, par exemple, pour faire des pilotes, du dev and test? Ce sont des environnements dont on a besoin de manière très ponctuelle. On en a besoin, on teste, hop, on trash. On fait un projet, on veut faire du big data. Je ne sais pas quelle solution de big data je vais utiliser, c'est pas grave, je les essaye sur Azure. J'en essaye une première, elle ne me plaît pas, j'arrête, j'en remets une autre. On n'a pas besoin d'installer l'environnement, on n'a pas besoin de prendre un risque sur la technologie, puisqu'on l'essaye, ça ne nous plaît pas, on arrête. C'est aussi intéressant dans les cas de consommation dont on maîtrise mal la projection à venir. Quand on lance un service, c'est toujours difficile de pouvoir se dire ce service va fonctionner, ne va pas fonctionner, quel va être le trafic qu'on va avoir dessus, quels vont être le nombre d'utilisateurs, est-ce que va y avoir un effort de communication important qui vont m'amener des utilisateurs ou pas. Donc il n'y a plus besoin vraiment de se poser ces questions, il faut poser une architecture qui va avoir la capacité de pouvoir augmenter ou de baisser, puis après en fait, le système va s'auto-réguler. Donc ça c'est intéressant. Et ça, c'est quand même quelque chose que vous n'allez pas pouvoir avoir, vous pourrez le trouver à partir du moment où la plateforme qui vous héberge a cette capacité d'élasticité. Lié à ça se trouve le coût. Vous essayez, vous allez utiliser et consommer à la demande. Et donc la facturation va se faire à l'usage.
Vous utilisez, vous êtes facturé, vous n'utilisez plus, vous n'êtes plus facturé. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est une souplesse qui est intéressante, puisque vous êtes vraiment dans l'usage d'un service, vous n'êtes pas dans un système d'investissement et de retour sur investissement de votre plateforme. D'autres éléments, la disponibilité. Aujourd'hui, tous les services sur Azure ont une page. Donc, vous allez, quand vous consommez un service, vous allez trouver une page qui s'appelle les OST, les Online Service Terms, qui vont définir en effet un certain nombre de choses, dont où se trouvent les CELA des services. On va vous dire que nous sommes conformes aux réglementations européennes pour la gestion des données, que nous allons être en conformité des prérogatives de GDPR. Tous ces éléments-là sont dans les contrats que vous allez pouvoir auxquels vous allez pouvoir accéder en ligne, et ils font partie intégrante du service qui vous est rendu. D'accord ? Et à travers ça, vous allez trouver un SLA qui va dépendre du service. On va trouver des SLA 99.9, 99.95, 99.99, d'accord ? Etc., etc. L'ouverture, donc tout type d'OS, mais aussi tout type de technologie. Vraiment technologiquement parlant, vous pouvez vraiment utiliser votre framework. Je mettrai quelques bémols sur certaines technologies. Si vous essayez d'y mettre certains mainframes ou certains environnements, on va dire, qui technologiquement datent un petit peu, on va avoir des difficultés à l'emmener dans le cloud. Quoique maintenant, on fait des choses très intéressantes pour pouvoir embarquer ce type de workload sur une plateforme de cloud. À travers des systèmes d'hybridation, qui est un premier axe de travail, ou typiquement en faisant de la modernisation, rehosting, replatforming de ces environnements sur une plateforme de cloud. D'accord ? La localisation aussi est très importante. On va faire un focus dessus. Mais une plateforme de cloud, ce qui va être très intéressant, c'est que vous allez avoir un choix de localisation et donc de déploiement de vos services qui va être extrêmement intéressante à l'échelle mondiale. Si on regarde ça de manière un peu plus près, aujourd'hui Azure, c'est 50 régions. Alors je parle bien de régions. Pour vous, une région, c'est quoi? C'est un data center, c'est des data centers. Ouais. 2 minimum de data centers? Alors, une région, ça peut être même plus de 2 data centers. C'est en effet un regroupement de data centers. Ce qui marche par paire, parce qu'il y a comme la paire, c'est le fait que sur une zone donnée, comme la France par exemple, en effet sur la France, il y a 2 régions. Il y a la région nord, il y a la région sud. La région Europe, on a 2 régions. On a Dublin et on a Amsterdam, l'Est et l'Ouest. Pourquoi c'est intéressant d'avoir une redondance comme ça sur un espace géographique? Une idée? Pourquoi c'est intéressant d'avoir 2 régions? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, nos régions sont séparées de plus de 300 km globalement. C'est-à-dire qu'en fait, on s'assure qu'en cas de désastre sur une des régions, eh ben, on en a toujours une qui fonctionne. D'accord? Et la résilience des data centers, c'est le même principe, mais localement. C'est-à-dire qu'en fait, si on a une problématique d'alimentation électrique, par exemple, sur un bâtiment, on sait qu'il y a celui d'à côté qui est complètement étanche et isolé, et donc en fait, on a cette résilience. Et vous avez la capacité, dans le déploiement de vos workloads, de dire, je veux le déployer sur une région, sur même un data center ou sur un ensemble de data centers. C'est la notion de zone. Les zones vont amener cette résilience en termes de data center, ou de dire, je le veux sur 2 régions. D'accord? Vous allez pouvoir résilier vos services. Autre intérêt d'avoir plusieurs régions comme ça partout dans le monde. Est-ce que c'est intéressant d'avoir 50 régions à travers le monde? Ça vous permet de faire quoi? Proximité. C'est-à-dire qu'en fait, votre service, en effet, si vos utilisateurs sont aux États-Unis et puis que votre data center il est en France ou dans la région européenne, vous n'allez peut-être pas fournir le meilleur service. Alors, il existe des services comme le CDN, par exemple, qui permet de faire ça, mais qui va plutôt être orienté sur les services statiques. Mais à un moment donné, il est intéressant d'amener aussi la partie calcul et la partie applicative, le traitement des données, assez proche des utilisateurs. D'accord? Donc c'est intéressant d'avoir aussi beaucoup de régions, parce que derrière, vous allez être proche de vos utilisateurs. Donc là, vous voyez qu'en rouge, on en sort et on en sort régulièrement. Le petit point de focus sur la France, parce qu'aujourd'hui, on est en France, donc le data center français est disponible pour tout le monde. Vous pouvez d'ores et déjà vous en servir. Et on continue le déploiement. L'année dernière, ou encore en fin d'année dernière, on avait 600 moins. Donc régulièrement, on se déploie et on densifie les zones géographiques.
deux grandes typologies de data centers. Il y en a même une troisième qu'on va voir un petit peu derrière. Donc il y a les data centers qu'on appelle globaux. Donc c'est ceux qui vont en effet être accessibles par tout à chacun et vous allez pouvoir choisir la région de votre choix pour déployer vos workloads. Et on va avoir des data centers qui s'appellent souverains. Les data centers souverains, pour en citer quelques-uns, on va avoir le data center en Allemagne. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous connaissez sa spécificité. Bah, il est opéré en fait par un opérateur allemand. D'accord? Merci. On en a un en Chine, même principe, opéré par un opérateur chinois, 21 Vianet. On en a un aussi aux États-Unis, pour le gouvernement américain. On en a un en Australie. D'accord? Donc ça vous permet de pouvoir fournir des services à ces institutions, puisque vous savez que vous allez répondre aux contraintes, qu'elles soient de la donnée privée ou du fait que le gouvernement américain souhaite avoir des data centers qui lui sont propres pour délivrer des services à ses administrations. Bah, vous avez accès à ce type d'environnement qui ont des contraintes réglementaires particulières. D'accord? Donc des globaux interconnectés entre eux, vous pouvez choisir le workload et tout à chacun peut le faire, et des data centers souverains qui ont souvent des extensions complémentaires pour pouvoir y accéder, mais qui vous permettent de pouvoir délivrer ces services pour ces organisations qui ont des contraintes particulières. Alors, je vous parlais d'un troisième type de data center. Avant de vous le montrer, c'est que certains pays, la France en fait partie, va amener un cadre réglementaire particulier pour certains types de données. Alors en France, typiquement, si vous voulez délivrer des services pour les institutions publiques, si vous voulez délivrer des services pour les organismes de santé, si vous voulez délivrer des services pour la banque ou la finance, la notion de localisation de la donnée sur le territoire français a du sens et est souvent une contrainte imposée par un régulateur. Donc on ne peut pas faire autrement que de s'y soumettre. Et donc si je vous dis que nous sommes conformes aux règles de traitement des données personnelles à l'échelle de l'Europe et que je vous propose un data center ouest de l'Europe, nord de l'Europe, vous allez me dire, bah oui, mais moi, il faut que ça soit en France. Et donc, pour ces raisons-là, on amène, en effet, géographiquement, des data centers pour répondre à ces besoins-là. Donc là, de la même manière, ce qui va être intéressant, c'est la performance, on l'a dit. Donc finalement, quand on a un data center local, bah, c'est intéressant parce que si on veut cibler une population qui est locale, eh ben, autant aller sur ce data center local. On va pouvoir bénéficier de la localisation des données, contraintes réglementaires, et encore pouvoir accéder à certains types de conformités, parce qu'on a des conformités qui sont globales et appliquées à l'ensemble de nos services sur l'ensemble de nos data centers. La norme ISO, par exemple, c'est quelque chose que vous allez retrouver partout. Par contre, des réglementations un peu particulières, comme une FedRAMP, par exemple, va s'appliquer aux États-Unis. Quand vous allez avoir une certification, on parle beaucoup de la certification ANSI Cloud Secure en ce moment. Bah aujourd'hui, elle s'applique à la France, donc elle sera disponible pour le territoire français. D'accord? Donc ça vous permet d'amener aussi ce complément de réglementation et de certification spécifique à la localisation du data center. Oui? Alors la question c'est, on a jusqu'à septembre pour demander la migration. Alors, la limitation, genre, je ne sais pas si quelqu'un a une réponse sur la partie date, septembre, voilà. Frédéric s'est occupé des data centers France. Azure France. Il y a deux aspects dans votre question. Il y a d'un côté une timeline, ou en tout cas un délai qui s'applique plutôt à Office 365, sur lequel on peut demander à rapatrier ces données en France, et dans lequel c'est un programme qu'on appelle Move to Cloud. Enfin, pardon, c'est pas Move to Cloud. C'est le Move programme, pardon, et sur lequel vous pouvez vous inscrire sur le site internet, et dans lequel on s'engage à migrer vos données dans un délai de 3 ans, même si on va faire plus proche que 3 ans, mais comme il faut mesurer un petit peu la demande par rapport à ça. Sur Azure, il n'y a pas de limite ou de délai à migrer vos données. Vous pouvez le faire d'ores et déjà. Par contre, sur Azure, on n'a pas de programme, puisqu'en fait, par définition, vos environnements, l'intérieur de vos systèmes d'information, on ne les connaît pas, donc il est complètement à votre main. Donc là, il n'y a pas de programme par rapport à ça.
Par contre, sur la partie restriction de service, aujourd'hui, sur les data centers Azure en France, on déploie progressivement les services. Donc, en fait, tous les services IaaS, une partie des services PaaS sont disponibles. Vous avez sur le net Azure Roadmap sur lequel vous allez pouvoir avoir tous les services qui arrivent progressivement. Donc, les services les plus avancés, qui sont même parfois en preview dans certaines régions, on les fera arriver en fonction des demandes qu'on a localement. Aujourd'hui, pour tout vous dire, on parle par exemple de Data Lake. Data Lake est un service qui est plutôt sur un certain nombre de data centers et sur lequel on est en train de travailler avec l'ingénierie pour les faire arriver. Mais vous avez de quoi aujourd'hui, dans les data centers Azure en France, de quoi faire tourner vos environnements tels qu'on va les décrire aujourd'hui ce matin. Ouais. Non, c'est bon, j'avais besoin, je vous remercie. Oui, donc en effet, c'est vrai que et là, typiquement, ça démontre une spécificité, une différence qui est fondamentale entre un service SaaS comme Office 365 et un service comme Azure. C'est-à-dire qu'en fait, Office 365, c'est un service opéré par Microsoft, donc la capacité à déplacer un service en tant que tel, c'est Microsoft qui vous l'a fourni avec une roadmap et des façons de procéder et des programmes d'accompagnement. Un produit comme Azure, vous avez choisi d'aller sur telle région, mais en fait, rien ne vous empêche d'aller sur la région A, B, C ou D. D'accord ? Donc à un instant T, je vous l'ai dit, on avait une quarantaine de régions il y a encore quelques mois. Si on retourne un peu dans le passé, il y en avait 30. Donc quand une nouvelle région sort, rien ne vous empêche, au contraire, d'aller se dire tiens, j'ai des clients dans cette région, ça fait sens d'aller déployer mon service à nouveau là, donc de le déplacer ou d'en faire une extension. D'accord ? Et derrière, dans la sortie d'un service, la sortie d'un data center ou d'une région plus précisément, il y a différentes phases quand on met à disposition, que ce soit une région ou même un nouveau service ou une nouvelle feature. On va avoir différentes étapes. On va le mettre à disposition dans ce qu'on appelle une version privée. Donc en fait, c'est accessible pour les personnes qui veulent pouvoir tester la feature. Ensuite, on va passer dans une phase de ce qu'on appelle la preview publique. Donc tout le monde peut la tester, mais il n'y a pas de SLA, il n'y a pas d'engagement sur la disponibilité de cette fonctionnalité. Et puis après, ça passe en disponibilité générale. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des services. Et une région comme le Data Center France est dans la même logique, c'est-à-dire qu'on est passé par ces différentes phases. Aujourd'hui, il est en disponibilité générale. Par contre, au sein de cette région, les services que l'on fournit, on en a mis un certain nombre qui sont les services core utilisés par le plus grand nombre. Et après, progressivement, on va rajouter les services. Et ce qui va faire qu'on va accélérer ou amener certains services plutôt que d'autres, c'est vous, c'est la demande. Si vous avez une grosse demande pour avoir tel type de service parce que derrière, votre business est sur cette partie-là, c'est ce qui va pouvoir nous entraîner aussi et nous guider dans nos choix de déploiement et accélérer ou non le déploiement de tel ou tel service. D'accord ? Je reviens sur mes régions. Donc là, j'ai mis un petit peu des drapeaux sur différents endroits. Parce que c'est très intéressant quand je vous dis qu'on a une zone en France. Donc, comme on le disait, la France, c'est 2 data centers, enfin 2 régions. Ces 2 régions vont vous permettre d'avoir de la haute disponibilité, c'est-à-dire de pouvoir gérer des plans de reprise d'activité en cas de catastrophe majeure sur un des 2 sites. D'accord ? Ce que ça va vous garantir aussi, quand on dit que c'est la France, c'est que les données échangées entre ces 2 régions vont se faire au sein d'un territoire qui est le territoire français. C'est-à-dire que même en termes de réseau, il n'y a pas de routage qui va faire que les données vont partir, je ne sais pas par quel pays ou qui vont sortir des frontières. On a vraiment, c'est ce qu'on vous amène comme garantie, c'est que vous avez une souveraineté par rapport à l'ensemble des workloads qui vont être hébergés sur la zone France. Si on prend la zone européenne avec les 2 data centers, enfin les 2 régions européennes, c'est le même principe, ça ne sort pas des frontières de l'Europe. États-Unis, pareil, ça ne sort pas des frontières de l'Europe. D'accord ? Si vous faites par contre communiquer des workloads entre ces 2 régions, mécaniquement, là c'est vous qui faites sortir les données d'une zone à l'autre, et c'est tout à fait possible. D'accord ? Donc c'est intéressant pour ça. Ça vous permet d'être assuré que vous allez être dans les, vous allez répondre aux exigences réglementaires du pays que vous souhaitez cibler et de la région que vous cherchez à cibler. On en vient à la partie réseau. Tous ces data centers, en fait, sont raccordés entre eux à travers du réseau. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le réseau Microsoft. C'est-à-dire qu'en fait, nous investissons nous-mêmes dans nos propres fibres et donc nous câblons nos data centers entre eux. Pour pouvoir vous raccorder et rentrer sur le réseau Microsoft et accéder à nos data centers, vous allez pouvoir passer par des partenaires et des points de peering. Donc on a en partenariat avec tout un tas d'opérateurs de télécommunications qui vont vous donner des points d'accès
sur des points de présence comme Londres, comme Paris, comme New York, là où on n'a pas forcément de data center, c'est un point d'entrée. Vous pouvez le voir d'une manière suivante, ça c'est très intéressant de le voir comme ça. Je vous disais, vous pouvez choisir de mettre votre workload dans la région A, B ou C ou D. En fait, ce qu'il faut voir, vous pouvez imaginer Azure comme un data center à part entière à l'échelle mondiale. Dites-vous qu'à partir du moment où vous avez un point d'entrée dans le réseau Azure, donc vous avez souscrit à l'offre, vous accédez à l'interface, le portail ou aux API, vous avez la capacité de déployer votre workload n'importe où dans le monde. C'est comme un gigantesque data center sur lequel vous pouvez déployer votre workload où vous voulez. Et les communications entre deux régions se feront exclusivement à travers le data center Microsoft, à travers le réseau Microsoft. D'accord ? Différents points d'entrée, mais une fois que vous êtes dedans, tout ce qui circule d'un point à l'autre, c'est sur le réseau Microsoft. Ça, c'est intéressant parce que ce réseau-là, il vous est dédié à vous, clients. Il n'est pas partagé avec d'autres applications de Microsoft. Il n'est pas partagé avec des clients qui ne sont pas des clients d'Azure. D'accord ? Donc c'est ce qui nous permet, nous, derrière, de pouvoir vous apporter la qualité de service et de prioriser nos trafics pour prioriser le service qui vous est rendu. Alors, quelques chiffres pour vous donner une ordre d'idée. On va en prendre deux. Le stockage, 50 pétas par semaine. Est-ce que vous avez un peu un ordre d'idée de la quantité de données hébergées Alors, je vais imaginer vos data centers ou est-ce que dans votre périmètre immédiat, qui a plus, à son avis, parce que c'est grosse maille et ce n'est pas pour sortir des choses indiscrètes, mais qui pense avoir plus de 10 téras de données? Ouais. Plus d'1 péta de données? Ouais. Plus de 50 pétas? Bien, il y a des gros consommateurs. Ils sont relativement rares quand même. Bon, bah, ces 50 pétas, on les rajoute toutes les semaines. Toutes les semaines, on va rajouter 50 pétas de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quand vous allez venir avec un projet, que votre projet fait X téra, X péta, c'est pas grave, c'est du quotidien pour nous. C'est quelque chose que l'on sait faire et qu'on le fait toute l'année. De la même manière, les transactions. Prenons Active Directory, 500 millions d'utilisateurs. Active Directory, c'est quelque chose que vous avez utilisé, que tout le monde utilisait pour s'authentifier sur un service Azure. Les services grand public, quand vous allez sur votre compte Xbox, quand vous allez vous connecter sur Office 365, sur Azure, sur n'importe quel service, vous allez utiliser le service Active Directory. De la même manière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, quand vous allez lancer votre service, que vous allez utiliser ce service de gestion d'identité pour authentifier soit les personnes de votre société, soit les partenaires de votre société, soit les clients grand public du service que vous voulez délivrer. En fait, ça va utiliser le même service. De la même manière, en termes de disponibilité, de scalabilité, de SLA, en fait, j'ai envie de dire, vous allez représenter une goutte d'eau par rapport à ce que fait déjà le service. D'accord? Vous ne prenez pas de risque par rapport à ça, c'est un service qui tourne, que l'on maîtrise et sur lequel vous n'allez pas avoir de problématiques pour construire vos propres solutions. Donc je vous disais, Azure est une boîte à outils. Ben, voilà un petit peu à quoi ressemble la boîte à outils. Alors aujourd'hui, on parle à peu près de 70 services. Chaque service va avoir des features, et les features s'enrichissent au fil de l'eau. On les catégorise on essaie de les mettre un petit peu pour les classer. Donc en bas, on a toutes les infrastructures et les data centers. Ça, c'est les fameuses 50 régions à travers le monde. Sur ces régions, on va fournir des services d'infrastructure, 3 grandes catégories. Toute la partie compute, donc les machines virtuelles, le stockage et le réseau. En transverse, on va retrouver des composants de sécurité et des composants d'opérabilité ou d'hybridation. Puis après, entre les deux, on va avoir la partie plateforme. Donc on va être sur des verticaux qui vont s'orienter sur des cas d'usage comme le développement d'applications, les services de médias et de diffusion de vidéos, la partie data, qui est un champ très riche et très particulier, donc avec tous les services et la déclinaison de services autour de la data, etc. etc. L'IoT, je ne sais pas si vous avez vu récemment, on a sorti un service appelé Azure Sphere, dans lequel on va fournir un framework qui combine la partie matérielle qui va se retrouver dans les devices, avec un OS d'ailleurs, un OS Linux pour ceux qui ont pu le voir et qui ont pu voir cette nouveauté du premier OS Linux packagé par Microsoft.
Une partie logicielle pour pouvoir interagir avec ces devices, et puis la plateforme d'IoT qui va pouvoir gérer toute l'administration et le management de ces environnements. D'accord ? Donc on investit dans toutes ces zones-là, l'II, l'IoT, les plateformes as a service, et puis aussi, pour ceux qui l'ont entendu, l'ordinateur quantique. Ça, on aura peut-être un jour dans as a service. En tout cas, c'est la voie qu'on prend. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Ouais, donc la question est, par rapport aux services qui sont affichés ici, est-ce que l'on sait ceux qui sont disponibles sur la région française? Oui, on le sait. Et vous le savez. En fait, on a une page qui donne l'ensemble des services disponibles par région. Donc en fait, l'ensemble des services de manière très... Donc l'ensemble de ces services-là sont listés sur une page, région par région, et vous savez si le service il est en disponibilité générale, donc accessible pour héberger des services de production. Vous pouvez construire des services de production dessus. Soit il est en preview, auquel cas vous pouvez commencer à l'utiliser, mais il n'y a pas de SLA par rapport à ça, et souvent les services en preview sont aussi gratuits. Pas de SLA, mais gratuit. Et vous avez aussi, donc ça c'est l'état des services actuels et actuellement disponibles. Et aujourd'hui, je vous recommande de bâtir vos projets uniquement sur les services disponibles, de ne pas faire de projection sur quand est-ce que va sortir un service Azure. Utilisez l'état de l'art de ce qui est affiché sur cette page. Et si vous voulez savoir ce qui va arriver bientôt, on a une autre page qui donne les éléments de roadmap pour vous dire ce service-là devrait arriver dans telle région à telle échéance. Ce sont vraiment des informations en termes de roadmap qui sont à titre indicatif. Rien ne nous empêche de changer les dates, voire même de décider de ne pas sortir le service. C'est pour ça que je vous dis, quand vous construisez un service, ne prenez pas de risque sur les dates de sortie affichées par Microsoft. Il n'y a aucune garantie sur les dates de sortie. Il faut prendre l'état de l'art de ce qui est disponible à un instant T. Et là, vous savez qu'il y a une garantie que le service ne partira pas du jour au lendemain. Au minimum, 1 an de prévenance avant de décommissionner un service avec tout un plan de communication et d'accompagnement, le cas échéant. Ça a été le cas récemment sur BeStalk, par exemple. BeStalk sur Azure, on a annoncé l'arrêt et on passe sur du Logic Up. Oui. Oui. Alors j'ai pensé avoir répété la question qui était pour la partie... Vous m'entendez pas là? D'accord, très bien. Ouais, je vais faire attention. D'autres questions? Comment vous connectez avec d'autres outils, avec le service Azure? D'autres outils? Quel type d'outils? Par exemple Amazon, par exemple, Watson, Amazon, et quelques d'autres, Salesforce, etc. D'accord. Donc là, en fait, on est dans un aspect boîte à outils. Ces services-là, pour la plupart, vont fonctionner de manière assez similaire à nous, c'est-à-dire par des systèmes d'API qui sont des interfaces pour communiquer. Donc en fait, l'association de ces briques de services. Donc la question c'est, excusez-moi, c'est vrai que la question, comment notre plateforme s'intègre avec des outils tiers, les outils tiers étant des plateformes comme Amazon, Salesforce, Watson d'IBM, etc. Donc la réponse est qu'aujourd'hui, ces services comme Azure vont fournir des interfaces qui vont permettre d'interchanger. Donc en fait, si vous avez besoin de construire des services qui vont tirer tout ou partie de ces différentes plateformes, eh bien, vous allez passer par des API pour pouvoir les connecter. On a des services qui facilitent l'intégration. On parlait de BeStalk, aujourd'hui le service sur Azure s'appelle Logic Up. Logic Up a des connecteurs pour permettre de se connecter à ces services tiers dits d'entreprise pour pouvoir s'y connecter, en extraire de la donnée, la traiter et exécuter des workflows et des processus et déclencher des actions. Okay. Alors, je vais vous faire... Hop. Je vais vous montrer très rapidement la plateforme Azure. Donc, pour ceux qui démarrent sur Azure, voilà globalement à quoi va ressembler une page d'accueil sur Azure. Donc, par défaut, vous allez avoir un environnement qui va être complètement vierge. Cet environnement est tout à fait personnalisable. D'accord ? Donc, je vais aller voir, par exemple... Alors, je vous expliquerai un peu plus tard la notion de groupe de ressources, c'est ce qu'on va voir juste après. Juste pour vous donner une idée, je vais aller chercher ici, j'ai lancé un environnement dans lequel je vais avoir une machine virtuelle. Je vais demander de mettre cette machine virtuelle voilà, sur mon dashboard. Et quand j'arrive sur mon dashboard, je vais avoir un raccourci vers ma machine virtuelle. Donc là, ce n'est pas très impressionnant.
mais on peut imaginer des dashboards de cette manière-là. Donc, vous allez pouvoir complètement customiser votre environnement. Donc ça, c'est un dashboard, par exemple, pour des équipes d'opération. On va retrouver des métriques qui vont être, est-ce que tous mes systèmes sont updatés et mis à jour? Est-ce que j'ai un problème sur mon évaluation de l'installation de mes anti-malware? Je vais pouvoir suivre le CPU de mes machines. Je vais pouvoir suivre l'ensemble des changes qui ont été appliqués sur mes machines, etc., etc. Si je suis plutôt orienté développeur d'application, ce qui va m'intéresser, c'est comment se comporte le trafic sur mon application. Donc, je vais mettre des indicateurs orientés applicatifs. Je vais pouvoir regarder aussi, pareil, les changes ou vérifier la disponibilité de mon service. D'accord? Dashboard complètement partageable, enfin personnalisable pardon, et partageable. Vous pouvez le partager avec n'importe qui dans votre organisation et définir comme ça des groupes qui vont travailler ensemble. Hop. Oui, alors avant de passer à la transition suivante, un petit knowledge review. Petit knowledge review, c'est pour voir si vous avez bien écouté. Je sais que c'est le matin, vous êtes peut-être endormi, le café était peut-être pas assez fort. Donc on va faire un petit test. Combien de régions Azure à date? 50. Ouais. 100 encore. Combien de pétas de données par semaine on rajoute sur Azure? 50 pétas. Très bien. Ah, quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais on va voir si vous avez l'inspiration. Le réseau Azure, là, pour aller d'un data center à l'autre, etc. Si je prenais toutes ces câbles optiques, que je les cumulais, à votre avis, combien de fois la distance Terre à la Lune je pourrais faire avec ça? Bon, c'est pas mal. L'ordre de grandeur, c'est 4. 4 allers-retours. D'accord? Ça vous donne une ordre d'idée. Bon, c'est bien? Vous êtes attentif? Je suis médisant, en fait. Bien, on va passer à la partie suivante. Donc la partie, on a dit, on allait commencer par la partie réseau. Pardon, on commence par compute et stockage. Donc de la même manière, vos questions sur le hashtag Azure Days, on y répond en ligne et on déroule.